Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau workshop COMEX. Aujourd'hui, on va aborder le sujet « Comment la société moderne appréhende la gestion des risques ?» Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir Luc Ferry, philosophe et écrivain que je présenterai bien sûr un peu plus en détail. Bonjour Luc. Bonjour ami. On reçoit également Franck Aknin, que nous avions eu le plaisir de recevoir il y a quelques temps, directeur commercial de Security Scorecard. Bonjour Franck. Bonjour Julien. Alors Luc Ferry, j'ai dit que j'allais vous présenter un petit peu plus. Effectivement, vous êtes, ça on le sait, connu pour votre franc-parler. C'est l'une des raisons pour lesquelles on prend toujours autant de plaisir à vous recevoir au sein du réseau Agora Manager. Vous êtes né à Colombes, vous êtes fils d'un préparateur et constructeur de voitures automobiles, on le disait tout à l'heure, voitures automobiles sportives, inventeur de voitures de course, Pierre Ferry. Et la course automobile a fait également partie de votre vie, fait encore partie de votre vie et de vos passions. Et là aussi, il y a une gestion des risques dans une course automobile. On pourra peut-être faire le rapprochement. Et puisque l'on sait un peu plus, vous êtes professeur agrégé de philosophie et de sciences politiques. Et de 2002 à 2004, vous avez été ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche au sein du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Expérience suite à laquelle vous avez écrit l'ouvrage, là aussi on en parlait il y a quelques minutes, Comment peut-on être ministre? Et c'est sur la gouvernabilité des démocraties, qui est paru en 2005 chez Plomb. Je le disais, on va aborder aujourd'hui le sujet comment la société moderne appréhende la gestion des risques. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, Franck Aknin, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Security Scorecard? Bien sûr, Security Scorecard établit un diagnostic de la surface d'attaque des entreprises de manière externe et non intrusive. On va mesurer cela au travers d'une notation. Cela permet aux entreprises d'avoir une bonne compréhension de cette surface d'attaque, le but étant toujours de la réduire, et ça permet aux métiers de pouvoir gouverner avec des données à disposition. Luc Ferry, on va parler des différents risques aujourd'hui auxquels sont confrontées nos sociétés. Bien sûr, on aura un angle plus cyber et les risques sur Internet. Quels sont aujourd'hui les nouveaux risques auxquels sont confrontées nos sociétés comparés il y a un siècle? C'est pas tellement que les risques sont nouveaux. Alors si, en matière de cyberattaque, évidemment, on va en parler. Avec, notamment la 5G va permettre probablement que d'ici 10 ans, il y ait 500 milliards d'objets connectés dans le monde. Et la question de l'espionnage, notamment de la Chine vers l'Occident, vers les États-Unis et l'Europe, est une question absolument fondamentale. Et là, les cyberattaques, vous allez avoir du travail, vous risquez pas d'être au chômage. Donc ça, ces risques-là sont nouveaux, évidemment. Mais ce qui est nouveau, c'est la sensibilité au risque, indépendamment là, des questions d'intelligence artificielle et d'attaque, de cyberattaque. Il faut comprendre une chose, c'est que nos sociétés européennes étaient des sociétés chrétiennes jusqu'à une date extrêmement récente. Pour vous donner un chiffre qui est tout à fait incroyable, vu d'aujourd'hui, 95% des Français étaient baptisés en 1950. Ils sont 30% aujourd'hui. 85% des Français étaient catholiques et ils sont aujourd'hui à peine 40%. Le communisme était à 25% de l'électorat quand j'étais gamin. Il est à 2% aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que les grandes religions de salut terrestre comme le communisme ou que les grandes religions de salut céleste comme le christianisme se sont littéralement effondrées en Europe. D'où l'intérêt pour la protection de la santé et de la vie. La grippe aviaire, la grippe de Hong Kong en 1968-69 a fait 35 000 morts en France, qui était quand même énorme à l'époque, puisqu'il n'y avait que 50 millions de Français. Aujourd'hui, on est 67 millions. On n'a rien fait du tout, on s'en fichait complètement. On n'a pas du tout éteint l'économie. C'est la gestion du risque, hein, en fait, qui a changé. Qui a changé. Donc les risques, à part les risques liés aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, les risques sont les mêmes. Mais notre sensibilité dans une société qui n'est plus religieuse, notre sensibilité au risque est tout à fait différente. Et je termine avec ça, c'est la droite qui a inscrit le principe de précaution dans la Constitution en 2005, ce qui était le symbole même. C'est Chirac qui a voulu ça. Moi, j'étais très contre, hein, mais bon, moi, j'étais pas président, j'étais que ministre. Et donc, c'était vraiment le signe du fait que la haine du risque devenait absolument prioritaire. Alors, on peut revenir peut-être, puisque vous en parlez, sur ce principe de précaution. On le rappelle, c'est la possibilité d'interdire quelque chose dont le danger n'a pas été prouvé. C'est ça. Hein. La formule, c'est pas parce qu'on n'a pas prouvé que quelque chose était dangereux qu'il faut pas l'interdire. Alors avec une formule aussi absurde, vous mettez pas l'aspirine sur le marché aujourd'hui. Et donc évidemment que, notamment dans le domaine médical, on a absolument besoin parfois de prendre des risques, de faire des expérimentations, y compris sur l'humain, pour avancer et pour soigner les gens. Et donc, mais peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas le principe de précaution, ce qui est intéressant, c'est que, un petit peu comme avec le succès de Greta Thunberg,
attaques, on voit comment l'effondrement des grandes transcendances, des grands récits, des grandes causes supérieures à l'individu fait que quand il reste que son nombril, on est extrêmement sensible au risque, on devient hyper vigilant sur la santé. C'est pas mal d'ailleurs, je ne parle pas de jugement de valeur. Hein. Je pense qu'on a eu raison de protéger les gens aujourd'hui, de confiner s'il fallait confiner. C'est pas un jugement de valeur. Et vous pensez que c'est une vision trop radicale du risque en fait? Je pense qu'aujourd'hui c'est trop radical. Enfin, si je voulais prendre des exemples dans l'actualité, je dirais par exemple le confinement à 23h, ça ne sert plus à rien. Par exemple. C'est complètement absurde parce qu'on crée des fêtes clandestines parce que les mômes ont envie de défier les flics et le gouvernement. Mais confiner à 23h, à 19h je veux bien, mais à 23h ça sert à rien. Donc on est trop dans la lutte contre le risque parfois, parce qu'encore une fois, je ne veux pas raccrocher à ça, mais c'est quand même vrai, quand les grandes causes supérieures à la vie individuelle se sont totalement effondrées, la question du risque devient absolument prioritaire. Mais c'est un autre sujet que le risque, les cyberattaques, c'est un autre problème. Alors, on va en parler justement, mais Franck, vous qui connaissez cette gestion du risque, quels sont aujourd'hui les outils qui sont mis à la disposition de nos sociétés? Alors, on parle des sociétés avec un petit s et puis les sociétés avec un grand S. Comment on mesure le risque aujourd'hui? Security Scorecard mesure le risque aujourd'hui, en tout cas de manière externe et non intrusive, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que vous exposez sur Internet, il ne faut pas se le cacher, il y a différentes menaces, il y a différents risques auxquels nous sommes exposés à l'intérieur de nos entreprises. Des risques qui sont internes, des risques qui sont externes. Moi, je vais parler des risques qui sont externes et de ce qu'on publie sur Internet. Donc, on a nos assets, donc ce qu'on appelle des IP, des domaines qui vont être exposés sur Internet. Ceux-là, il faut s'en occuper. Il faut être certain qu'elles ne sont pas exposées, qu'elles ne sont pas utilisées par des tiers et s'inquiéter de leur sécurité. Voilà. Maintenant, le risque, ce n'est pas forcément le problème. Le risque, il y en aura toujours. C'est comment on maîtrise ce risque. Comment on le maîtrise, comment on l'appréhende et quels sont les plans d'action qu'on va mettre derrière quand on est en situation de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, nos entreprises, si on parle du monde de l'entreprise, refusent de manière trop radicale ce risque. C'est ça aussi? Je ne pense pas qu'elles refusent ce risque de manière trop radicale, puisqu'elles font des investissements. À chaque fois qu'ils font un investissement, une entreprise prend un risque de toute façon. Donc, il y a du risque. Maintenant, il faut le maîtriser. Et le risque cyber, c'est un risque à maîtriser. À l'intérieur d'une entreprise, on ne peut plus faire l'économie de ce risque-là. Ça doit rentrer, on est dans un workshop COMEX, donc ça parle à tous les métiers. Et je pense que maintenant, dans les différents COMEX en France, on est en train d'intégrer que le risque cyber est un risque à prendre en considération. Alors, Luc Ferry, est-ce que selon vous, on réagit bien aujourd'hui dans nos sociétés modernes pour gérer ce risque? On a parlé en préparant cette intervention de la RGPD, on a parlé du Digital Services Act, sur lequel vous avez un avis également. Comment est-ce qu'on a les bonnes solutions et les bonnes clés aujourd'hui pour gérer ce risque? Alors, il y a des problèmes très différents. Il y a les cyberattaques contre les banques, contre les entreprises, contre l'armée. C'est encore plus inquiétant d'une certaine manière. Il y a énormément contre l'armée. Bon, il y a notamment des agences de Daesh qui travaillent jour et nuit pour essayer de contrôler le trafic aérien, par exemple, prendre le contrôle sur les avions de ligne. Bon, donc ça, l'armée, elle fait le même travail que vous, exactement le même. Hein. C'est les mêmes techniques, c'est les mêmes réflexions. Bon. Et ça c'est très bien qu'il y ait des entreprises comme la vôtre sont absolument vitales pour nous. Et puis il y a autre chose, moi, alors c'est plutôt de ce côté-là que je regarde, bien que ce que vous faites me passionne et me paraisse absolument crucial, c'est les atteintes aux personnes sur les réseaux sociaux. Samuel Paty a été décapité à cause des réseaux sociaux. Ce sont des bouilloires de haine. La petite Mila, elle a reçu entre 70 000 et 100 000 aujourd'hui menaces de viol et de mort. Bon, et donc là, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Le Digital Services Act, donc, qui est piloté notamment par Thierry Breton et par Madame Verstager, donc par deux commissaires européens, ils ont comme projet, ce qui est sympathique, ils ont comme projet d'interdire online ce qui est interdit offline, pour dire les choses non pas en mauvais anglais, mais en bon français si possible. Il s'agit d'interdire sur les réseaux sociaux ce qui est interdit, disons, dans la presse. La diffamation, le racisme, la haine, l'incitation au meurtre, etc. Juste réfléchissez à ça, il faut comprendre quand même. Il y a 6000 tweets échangés dans le monde par seconde. Il y a 4 milliards de posts sur Facebook par jour.
comment voulez-vous mettre le nombre de magistrats qu'il faut ou de flics qu'il faut pour surveiller ça? Donc moi je dis la seule solution, c'est pas le Digital Service Act. Le projet est sympathique, il va dans le bon sens, mais à mon avis il servira à rien si on ne lève pas enfin une fois pour toutes l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est la seule solution. Si vous levez l'anonymat sur les réseaux sociaux, quand les gens parlent en leur nom, au lieu d'être des gros cons avinés qui pensent que derrière leur écran ils peuvent faire ce qu'ils veulent, alors qu'en fait on finit quand même par les trouver, mais ça demande beaucoup de temps. Donc si vous levez l'anonymat, en aval, les gens ont la responsabilité de ce qu'ils disent, donc ça calme déjà beaucoup de monde. Et puis en amont, donc je veux dire, et puis en aval, vous pouvez savoir qui a menacé de mort, qui a insulté, antisémitisme, racisme, etc. Donc je pense qu'il n'y aura aucune solution sur les cyberattaques aux personnes, là je parle des cyberattaques aux personnes, si on n'a pas une levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est impossible d'y arriver sans ça, c'est impossible. Donc il faut que les gens acceptent d'avoir la responsabilité de leurs propos, comme quand ils sont interviewés par un journal. Et donc il faut que... Alors simplement les États-Unis considèrent que les réseaux sociaux, ils dépendent du ministère des Transports et pas du ministère de l'Information. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est comme le téléphone, qu'ils sont juste des tuyaux. Mais c'est pas vrai. Et donc ce que le Digital Service Act, là il va dans le bon sens, voudrait faire, c'est que les patrons des réseaux sociaux comme Facebook, soit comme Mark Zuckerberg, soient considérés comme des éditeurs. Et surtout, mais ils ne vont pas jusqu'à lever l'anonymat. Mais si vous ne levez pas l'anonymat, il faudrait des millions de magistrats et de flics pour surveiller les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. Franck, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui de lever cet anonymat sur la toile? C'est une sacrée question. C'est une sacrée question. Je suppose que dans l'assistance, il y a beaucoup de gens très compétents qui pourraient répondre à ça. Ça me paraît quand même difficile. En tout cas, pour votre solution, pourrait régler une grande partie du problème pour la masse. Donc pour les gens qui déverseraient leur haine de temps à autre, etc. Pas les cyberattaques mais sur les voilà, entreprises. sur des mafias qui sont très organisées ou des organisations non gouvernementales qui ont des fonds, je pense qu'ils auraient des contournements. Maintenant, c'est un projet très très difficile à mettre en place. Après voilà, le politique est là pour prendre des décisions, pour faire des réformes. Il faut, je pense, un consensus européen pour faire ce genre de réformes. Si la France le fait elle-même dans son coin, je pense que ça ne servira pas à grand-chose. C'est sûr, c'est pour ça que Thierry Breton... Mais encore une fois, je suis entièrement d'accord avec vous, il faut absolument distinguer les cyberattaques contre les entreprises par des hackers professionnels, si je puis dire, ou contre l'armée, et puis les attaques comme contre Mila, cette jeune fille donc, qui est menacée de mort en permanence, dont la vie est complètement bouleversée. Enfin, je ne dis pas qu'elle est foutue, mais enfin, c'est épouvantable ce qu'elle vit. Et là, je pense que si on levait l'anonymat comme l'a fait l'Allemagne, d'ailleurs en grande partie, mais il faudrait en effet que ce soit un consensus européen, je pense que le Digital Service Act devrait aller jusque-là. S'il ne va pas jusque-là, ce que je dis simplement, c'est tout bête, c'est que ça ne servira strictement à rien. C'est tout. Donc c'est ou bien. Voilà. Ou bien vous allez jusqu'au bout et vous levez l'anonymat pour les personnes privées, ça change tout. Ou bien vous ne le faites pas et dans ce cas, c'est de la com. Voilà. Mais ça ne servira à rien. Franck, si on revient sur les entreprises, on est tous, en tant qu'individus, de près ou de loin, liés à une entreprise, qu'elle soit privée ou publique d'ailleurs. Quelle est la responsabilité des entreprises dans la protection de l'individu ? La protection, enfin, l'entreprise, elle se doit de protéger les données qu'elle collecte. Si vous êtes un client d'une entreprise, vous payez cette entreprise. Si cette entreprise externalise le paiement, vous voulez être sûr que votre carte bancaire, que vos données personnelles soient sécurisées. Si elles ne sont pas sécurisées, vous avez un problème de confiance après avec cette entreprise. Donc si cette entreprise se fait attaquer et les données, admettons qu'elle externalise les données donc par un tiers et que ce tiers se fait attaquer, vous allez avoir des problèmes. L'entreprise va perdre en réputation. Moi, je vous confie les données à telle enseigne. Mes données sont exposées, je ne suis pas d'accord. Okay, donc en termes de réputation, c'est catastrophique. Donc oui, il faut que les entreprises prennent en considération que lorsqu'elles collectent des données, il faut les protéger. Luc Ferry, est-ce que vous pensez finalement que les individus aujourd'hui se reposent peut-être trop dans cette gestion du risque sur les entreprises, les gouvernements ? Est-ce que finalement le risque est trop repoussé sur certaines institutions ? Il y a un vrai problème. Alors, quand il s'agit de donner, par exemple, de ma carte bancaire, il n'y a aucun problème. Je suis entièrement d'accord avec ce que Franck vient de dire, évidemment. Il faut que ces données soient absolument protégées. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que ce qui booste l'intelligence artificielle aujourd'hui,
C'est 3 paramètres. C'est la puissance des ordinateurs. Les derniers ordinateurs chinois, c'est 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Voilà, c'est incompréhensible. Ça, c'est déjà 5000 milliards d'opérations par seconde. Et c'est ce qui vous permet d'avoir Uber ou Airbnb, ou G7 d'ailleurs, taxi en quelques secondes. Bon. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est la qualité des algorithmes. Il faudrait inviter Aurélie Jean, qui est une spécialiste française géniale des algorithmes et qui est formidable. Son livre Derrière la machine est un livre formidable, passionnant. Et le troisième paramètre, c'est le plus important, c'est la quantité de données qu'on donne à bouffer à la machine. Si vous demandez à un logiciel de diagnostic médical de regarder vos grains de beauté pour savoir si c'est un carcinome ou un mélanome, si c'est bénin ou si c'est cancéreux, la machine est 1000 fois meilleure que le dermatologue, que le cancérologue, parce qu'elle a une base de données considérable. Alors plus vous freinez l'absorption des données par la machine, donc plus vous faites du RGPD, moins l'intelligence artificielle progresse. Et c'est pour ça que la Chine, qui ne protège rien, est maintenant aujourd'hui devant la Silicon Valley. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme la Chine. Je ne suis pas cinglé, je suis pour la démocratie, la protection de la vie privée. Mais il faut savoir où on met le curseur. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on empêche... Pourquoi il faut savoir? Pourquoi c'est important? Juste un mot là-dessus. Aujourd'hui, l'Europe est en train de perdre sa souveraineté technologique, politique et militaire parce que nous protégeons tellement bien avec le RGPD les données qu'on devient des sous-traitants, une colonie des États-Unis et de la Chine aujourd'hui. Oui. Tout est américain. Et les types géniaux comme Yann LeCun qui travaille qui est le pape de l'intelligence artificielle dans le monde. Bon, c'est lui qui a inventé le deep learning. Il est breton, il est français, mais il travaille pour Facebook. Voilà, donc on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que vous recevez toute la journée, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous pompe les données à chaque fois que vous ouvrez un site? Mais vous dites oui parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc ça ne sert, c'est la ligne Maginot, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on va protéger les gens, c'est pas vrai. Et donc il faut qu'on réfléchisse à la question de la souveraineté européenne en matière numérique, parce qu'on est en train, encore une fois, de devenir une colonie des États-Unis. Et tout l'enjeu de Biden contre la Chine est là, en vérité. C'est pas, c'est le seul sujet. Est-ce que c'est la Chine qui va pomper les données de l'Occident ou pas? Donc là, il y a un vrai sujet, mais c'est pas en obligeant le petit marchand de chaussures d'à côté de chez moi à respecter le RGPD qu'on va protéger vraiment les Français. C'est pas vrai. On s'adresse aujourd'hui à des managers d'entreprise. Quel est le rôle de ces managers? Exactement. Quel est le rôle dans cette protection des individus, que ce soit en tant que salarié ou en tant que client pour d'autres entreprises? Non, il y a des données qui sont des données personnelles qu'il faut absolument protéger. Bon, évidemment, les données bancaires, aussi les données de santé. Il y a des gens c'est normal, qui n'ont pas envie qu'on sache qu'ils ont telle ou telle maladie dans l'entreprise. Bon, il y a des données vraiment à protéger. En revanche, le petit marchand de chaussures à côté de chez moi qui a 500 noms avec les numéros de téléphone et les adresses, c'est pas la peine de l'emmerder avec le RGPD. Il va être obligé de prendre... Alors si, ça donne du travail aux avocats, mais à part ça, ça sert à rien. Et donc c'est une ligne Maginot. Donc ça ne sert à rien, ça protège personne et ça empêche l'intelligence artificielle de progresser en Europe. C'est ce qui n'est pas bien, parce qu'encore une fois, il faut savoir où on met le curseur en matière de protection des données. Voilà. Mais du coup, ça c'est un autre sujet que les cyberattaques. En matière de cyberattaques, à la fois, la notation que vous faites à une entreprise, qu'elle sache si elle est à 3 sur 10 ou à 7 sur 10, c'est pas pareil. Je sais pas si vous notez sur 10 comme les profs. Si ensemble, enfin, je divise le côté prof qui ressort, c'est normal. Ayant fait un peu de maths dans ma jeunesse, bon. Mais c'est un autre problème, et ça, c'est absolument vital que les entreprises ne soient pas attaquées. Maintenant, quand on aura 500 milliards d'objets connectés dans le monde, la question sera de savoir comment on gère la question de l'espionnage de la Chine en direction de l'Europe et des États-Unis. Et alors, la Chine, mais ça sera la Russie aussi. Hein. Oui. Franck, comment on gère aussi le risque déporté, puisque finalement, il n'y a pas que l'individu, il n'y a pas que l'entreprise ou la société en elle-même, il y a aussi les collaborateurs qui forment l'entreprise. Cette addition de collaborateurs, de fournisseurs, ça paraît être un puits sans fond. Comment on gère ce risque-là? D'accord. Donc, si vous entendez par déporter que ma supply chain, par exemple, le nombre de mes fournisseurs critiques et stratégiques va augmenter, ça c'est une évidence. Une entreprise, elle a besoin de grossir et plus elle grossit et plus elle a besoin de fournisseurs. Donc elle va faire appel à des tiers. Les collaborateurs aussi. Donc si le risque déporté, vous l'avez dit, c'est aussi pour les collaborateurs, maintenant les collaborateurs travaillent de chez eux. Alors on va peut-être revenir à une certaine normalité, mais je pense que le télétravail c'est une avancée. Et socialement, et pour les entreprises, mais aussi pour les employés, pour une qualité de vie. Donc, c'est un modèle qui risque de perdurer. Donc, il va falloir aussi s'intéresser à ce risque-là. On ne peut plus tout cloisonner comme on le faisait avant. Maintenant, on va publier de plus en plus d'informations sur Internet. Il faut s'assurer que ces informations
ne soient pas mises en danger. Pour ça, on va vérifier avec qui on travaille. Donc, si on revient sur les fournisseurs, je fais en sorte de prendre des mesures et d'avoir les bonnes pratiques pour sécuriser mon système d'information, pour sécuriser mon périmètre sensible dans ma compagnie. Je veux que mes fournisseurs aient aussi un niveau élevé de sécurité pour qu'ils ne m'impactent pas. Alors ça, c'est clair pour des fournisseurs dits IT qui ont accès à mon système d'information. Je leur donne un accès, donc je ne veux pas qu'ils m'impactent. Ça va de soi. Mais pareil pour les fournisseurs dits stratégiques pour l'entreprise qui n'ont pas forcément un accès à mon système d'information, mais si ils se font attaquer, moi, ma chaîne de production, elle est par terre. Ouais. Ah oui. Et alors, on parle aussi beaucoup de l'accompagnement des collaborateurs de l'entreprise. Finalement, dans ce que vous dites, c'est que l'individu et le collaborateur ne suffit pas, mais comment on va les accompagner? Certaines grandes entreprises ont plusieurs milliers de fournisseurs. Comment on accompagne ces fournisseurs pour gérer au mieux ce risque? Alors, je peux le dire au travers de Security Scorecard. Donc, nous, au travers de Security Scorecard, nous permettons une collaboration. Donc, en gros, je suis l'entreprise A, j'ai X fournisseurs dans mon écosystème, je travaille avec ces fournisseurs, je vais vérifier leur posture cyber, et dès que leur posture cyber va dégringoler, je vais être alerté. Ouais. Donc, automatiquement, je vais vouloir collaborer avec eux. Ça fait un moment que je collabore avec eux, que je travaille avec eux. Je n'ai pas envie d'arrêter ma collaboration avec eux. Par contre, j'ai envie qu'ils prennent en compte ce risque cyber. Ouais. Donc, je vais les inviter à l'intérieur de la plateforme. Donc, ils vont venir, ils vont avoir accès à leur score et ils vont pouvoir mettre un plan de remédiation en place pour réparer éventuellement les vulnérabilités qui sont apparues dans leur système d'information, ou en tout cas ce qui a été publié, quoi. Alors Luc Ferry, quand on vous écoute, on a l'impression que finalement cette gestion du risque, en tout cas cette montée du risque et cette peur de ce risque, c'est aussi un frein peut-être à l'innovation. Vous parliez de l'IA, l'IA fait partie de l'innovation. Oui. Oui. Comment on peut gérer à la fois l'innovation et la gestion du risque? Alors c'est un sujet extrêmement profond, en vérité compliqué, parce que, encore une fois, on a besoin dans la troisième révolution industrielle, qui est celle de l'intelligence artificielle, du numérique et de la robotique, en gros, si on ne veut pas devenir, notamment sur le plan militaire, si on ne veut pas devenir une colonie des États-Unis et de la Chine, il faut qu'on soit souverain, qu'on retrouve une autonomie. Et pour retrouver une autonomie, il faut qu'on soit aussi bon que les Chinois et les Américains en matière d'IA. Voilà, c'est tout bête, mais c'est ça. Et donc, pour l'instant, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe. On a des chercheurs extraordinaires, on a des scientifiques formidables, je citais le cas d'Yann Lequin, mais ils ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour les Américains pour des raisons qui sont assez évidentes. Moi, j'étais chercheur au CNRS quand j'étais gamin, j'avais 2 agrégations, un doctorat d'État, j'étais payé l'équivalent de 1 400 € par mois. Donc quand Zuckerberg arrive et qu'il dit à Yann Lequin, je ne sais pas combien il est payé, mais je pense que ce n'est pas 1 400 € par mois. Voilà. Et puis en plus, les conditions de travail, c'est pas vénal, c'est là, il peut choisir qui il veut. C'est ça surtout pour un grand chercheur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui freine l'innovation? Il faut bien comprendre ce qui freine l'innovation. J'ai évoqué le RGPD, qui en effet est un frein incroyable à l'innovation et qui est très mal fait parce qu'il protège très peu et empêche beaucoup. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais surtout, il faut bien comprendre une chose que Schumpeter, qui est le plus grand économiste de tous les temps, a expliqué de manière géniale, c'est que l'innovation, les grandes innovations, elles ont une part d'ombre, c'est qu'elles détruisent les mondes anciens. Donc, si, par exemple, l'invention de la voiture par Gottfried Benn et Rudolf Diesel, qu'on appelle diesel en français, à la fin du diesel, l'invention du moteur diesel, moteur explosion, l'invention de la voiture, ça va détruire la diligence. La révolte des canuts en 1831, la machine à tisser, ça va détruire les anciens canuts. On les appelait des canuts parce qu'ils tissaient avec des cannes. Voilà. Et donc, chaque fois qu'il y a des très grandes innovations, il y a des mondes anciens qui sont détruits. Et c'est vrai aussi sur le plan spirituel. Par exemple, le mariage gay. Moi, j'ai défendu le mariage gay dans le Figaro, qui n'est pas spécialement l'organe qui défendait le mariage gay. Ça m'a valu beaucoup de lettres d'injures. Mais je comprends parfaitement que pour des religieux traditionnalistes, ce soit insupportable. On aurait dit ça à ma grand-mère, enfin, elle aurait poussé des hurlements. Bon. Et donc, voilà. Les freins, ce que je veux dire par là, en donnant ces exemples des canuts, de la voiture, de la diligence ou
dans le domaine spirituel du mariage gay. Ce que je vais faire comprendre à ceux qui nous écoutent, c'est que les freins à l'innovation ne sont pas simplement des questions de lenteur, de psychologique, comme le disent souvent les chefs d'entreprise, mais c'est que ça bouleverse des mondes anciens de manière radicale. Ce qui est déjà établi voilà. précédemment. Et si vous êtes attaché au monde ancien, par exemple, moi je suis à fond contre les éoliennes. Je suis à fond contre les éoliennes parce qu'elles vont transformer le paysage de la France en paysage industriel. Je ne veux pas discuter sur le plan technique, est-ce que c'est utile ou pas, mais je trouve que c'est insupportable qu'on détruise un pays aussi beau sur le plan esthétique que la France. Voilà. Transformer toute la France, tout le littoral, toutes les vallées, etc., enfin le haut des vallées, en paysage industriel, c'est insupportable. En plus, je pense que du point de vue touristique, c'est catastrophique et que le tourisme est en France quelque chose de très important aussi sur le plan économique. Bon, peu importe, on peut discuter, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'en tenir à ce discours souvent des chefs d'entreprise qui disent « Allez, remuez-vous, innovez, innovez. Oh, mais il y a des freins à l'innovation parce que psychologiquement, les gens sont lents ou ils sont empotés. » Non, c'est pas ça. C'est que la destruction des mondes anciens, quels qu'ils soient, quand vous y êtes attaché à ces mondes anciens, ça peut être un paysage de campagne de votre enfance. La destruction créatrice, comme dit Schumpeter, fait du mal, c'est tout. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à comment concilier, c'est une grande question, comment concilier innovation et préservation de ce qu'on veut préserver dans les traditions. Voilà, c'est un vrai sujet. Et donc, je suis totalement geek, je suis absolument passionné par l'innovation, je suis à fond pour, mais à condition qu'elle ne détruise pas ce à quoi nous sommes attachés. Franck, comment on a parlé du lien entre l'innovation, le risque et l'innovation, comment on innove? On parle à des directeurs financiers, des DSI, des directeurs juridiques, qui sont tous concernés par l'innovation dans leur métier. Comment on lie l'innovation et la gouvernance? Vaste sujet. Vaste sujet. Moi, je suis dans un métier aujourd'hui, donc on va dire que la grande catégorie de ce métier, c'est le cyber rating. C'est innovant. C'est innovant, pourquoi? Parce que l'entité première, c'est l'entreprise. Donc, l'unité de base, c'est l'entreprise. Et on va mesurer la posture cybersécurité de cette entreprise. C'est assez nouveau. Jusqu'à maintenant, noter une entreprise sur sa posture cyber, ça ne se faisait pas. Donc, je peux comprendre qu'on soit réticent à ce genre de notation, mais ça permet, comme l'a dit Luc Ferry, ça permet d'aller vers l'innovation. Et l'innovation, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, cet outil, ça va nous permettre de mesurer justement quel impact peut avoir cette cybersécurité et ce risque lié à la cybersécurité au sein de mon entreprise. Et je suis capable d'aller voir mon management, de dire voilà, aujourd'hui, on a des vulnérabilités, on a des failles ici. Si vous consentez à faire cet investissement, je vais pouvoir le réparer. Très bien. Je consens à faire cet investissement, répare-le. Je reviens quelques semaines après en prouvant avec un nouveau rapport, en disant voilà, les failles ont été réparées. C'est pas moi qui le dis. C'est une entreprise tierce qui s'appelle Security Scorecard, dont c'est le métier, et qui est reconnue comme étant un des standards du marché. Luc, comme pour les agences de notation, c'est exactement Fitch ou autre, c'est très utile. Exactement. Luc Ferry, dernière question, puisqu'on a quelques secondes de retard. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux managers des entreprises, managers d'entreprise, pour finalement conserver leur gouvernance et continuer à innover malgré tout, puisqu'ils en ont besoin et c'est nécessaire? Alors si je m'adresse à des RH, donc je pense entre autres, mais enfin en l'occurrence je vais choisir cet angle-là, mais il y en a plein d'autres, mais celui-là me paraît très important. Je pense qu'il faut absolument éviter ce qui s'est passé à France Télécom, c'est-à-dire imaginer qu'en déstabilisant en permanence les gens pour créer l'innovation, on va aller vers... C'est exactement le contraire. Pour aller vers l'innovation, paradoxalement, c'est pour ça que je parlais de réconcilier innovation et tradition, bon, pour que les gens aillent vers l'innovation, il faut que l'innovation ne les effraie pas. Autrement dit, il faut être calme, il faut expliquer les avantages, éventuellement les inconvénients s'il y en a. Il ne faut pas raconter des blagues aux gens. C'est accompagner. Voilà, il faut accompagner, mais accompagner dans la vérité. Voilà. Et donc, en expliquant en quoi l'innovation peut apporter des choses extraordinaires. Par exemple, sur l'intelligence artificielle en médecine, moi j'ai fait 3 années de biologie du cancer. Grâce aux immunothérapies, on guérit des mélanomes qui étaient mortels il y a encore 5 ans. Et on en guérit 50%. Bon. Et donc, il faut expliquer aux gens quels sont les avantages considérables de l'innovation, au lieu de leur dire simplement « bouge-toi, voilà, bouge-toi le cul ». Non, bien ça, c'est pas comme ça. Et il faut surtout la grande idée, c'est qu'il faut absolument rassurer les gens par la vérité,
par la lucidité et non pas en déstabilisant constamment. La technique qui était celle de France Télécom de faire bouger constamment les gens en les harcelant, c'est y compris en matière de gestion d'entreprise une catastrophe absolue. C'est même en termes de, de rentabilité, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc il faut vraiment expliquer à quoi servent les innovations, pourquoi elles peuvent apporter des choses extraordinaires, sans cacher aussi la part d'ombre que les innovations peuvent avoir. Merci Luc Ferry, je rappelle que vous êtes philosophe et écrivain. Franck Acnin, merci, je rappelle que vous êtes directeur commercial France chez Security Scorecard. On l'a vu, finalement, pour terminer le scoring, c'est peut-être la meilleure solution pour conserver à la fois sa gouvernance et puis continuer à innover.